de vous faire comprendre par certains éléments dans quel cadre en Belgique ces questions se posent. Et en creux, ça expliquera aussi les raisons pour lesquelles elles ne parviennent pas à se résoudre. Parce que nous sommes dans un cadre particulièrement flou et même par moments un peu illisible. Alors, à titre à la fois d'illustration de ce caractère illisible, mais aussi parce que c'est dans l'actualité, je vous rappelle, puisque vous le savez peut-être, qu'il est paru 2 livres récemment sur les questions de laïcité et neutralité en Belgique, de 2 intellectuels de tendance laïque. Un livre de Nadia Geers qui s'intitule « Neutralité ou laïcité, la Belgique hésite ». Et un autre un peu plus récemment de Mark Heutendal qui s'appelle « La neutralité en eau trouble ». Et normalement, à la fin de l'exposé, le caractère trouble de l'eau sera encore plus manifeste qu'au début et on pourra en discuter. Je ne veux pas prendre un malin plaisir à compliquer les choses. Je vais vous proposer un exposé en 2 temps. Un premier temps un peu plus long que le second, qui sera un retour sur le régime général des cultes ou des questions convictionnelles en Belgique sur la base de la Constitution de 1831. Un certain nombre de rappels qui peuvent être utiles. Et ensuite des aperçus contemporains à travers 2 arrêts de haute juridiction sur la question de l'école et de la neutralité. Alors je commence par le cadre constitutionnel et son contexte historique. Il faut toujours se rappeler que la Constitution belge a été élaborée sur la base d'une alliance politique entre les catholiques et les libéraux qui s'est nouée en 1828, avant même l'indépendance. Et les questions convictionnelles et religieuses étaient un des éléments essentiels de cette alliance. Alors en Belgique, à ce moment-là, le monde catholique a opéré une mutation considérable et devenait, dans la hiérarchie de l'Église, plus progressiste qu'ailleurs. Jusqu'au XVIIIe siècle inclus, les catholiques étaient hostiles à la liberté de conscience, de pensée, de culte. Mais il se trouve que les périodes pendant lesquelles notre territoire a été placé successivement sous l'autorité de l'Autriche, puis de la France, puis a été rattaché aux Pays-Bas, ont montré à l'Église belge qu'en fait un régime de liberté était plus avantageux pour elle. Ça commence avec le régime autrichien, en particulier à partir de 1780, sous Joseph II, dont la politique d'Aufklärung l'avait amené à adopter un édit de tolérance. Là, les catholiques n'ont pas apprécié. Et aussi, ce qu'ils ont encore moins apprécié, à vouloir s'assurer que l'Église ne mettait pas son pouvoir en cause, ce qui l'a amené à la contrôler. Et je rappelle quelques mesures qui ont été très douloureusement vécues. Fermeture de 163 monastères, censure sur les sermons, une intrusion dans la gestion des ordres monastiques, la suppression des ordres et des couvents contemplatifs. Sous le régime français, de 1794 à 1814, l'Église subit d'abord la vente forcée de ses biens et la suppression de ses congrégations. Sa situation s'améliore avec le Concordat de 1801 sous Napoléon, qui finance le catholicisme pour compenser la confiscation des biens du clergé. Mais le Concordat contient aussi des dispositions qui permettent de contrôler étroitement l'Église. Les évêques et les prêtres doivent jurer fidélité au gouvernement. Les évêques sont nommés avec l'accord préalable de Rome, mais sur proposition du ministre chargé des cultes. Des évêques français sont nommés en Belgique et il y a d'autres exemples de formes de vexation ou de contrôle. Et il y aura aussi, je ne détaille pas, de nouvelles restrictions à la liberté de l'Église sous le régime hollandais à partir de 1815. Et ce seront une des causes majeures du rapprochement entre les catholiques belges et les libéraux qui étaient, eux, avant tout opposés au caractère non démocratique du régime hollandais. L'Église catholique en Belgique a tiré la leçon de ces expériences et de manière qui n'était pas du tout prévisible, a rejoint les idées de Lamennais et de Montalembert en faveur d'un principe qui était tout à fait neuf à l'époque, résumé dans la célèbre formule « l'Église libre dans l'État libre ». Selon ce principe, l'Église doit renoncer à dominer ou à influencer l'État comme elle l'a fait jusque-là, renoncer aussi à revendiquer un statut de culte officiel ou de religion d'État.
Mais réciproquement, l'État doit lui laisser une complète liberté d'organisation, de culte, de doctrine, d'action, y compris dans l'enseignement. Et c'est à cette doctrine de Lamennais et de Montalembert que se rallie en Belgique le courant le plus influent du monde catholique, celui qu'on a appelé l'école de Malines, et c'est cela qui a permis l'accord noué entre les catholiques et les libéraux en 1828. Alors ça, c'est pour le contexte, comprendre cette sorte de petit miracle qu'a été en Belgique la conversion finalement rapide en 2 décennies de l'Église catholique à un régime de liberté. Alors, ce régime de liberté s'est très vite concrétisé dans la Constitution de 1831, adoptée par le Congrès national. 4 garanties pour les sujets qui nous occupent ont été énoncées dans la Constitution: les libertés de culte, d'association, d'enseignement et de presse. Alors bien entendu, à l'époque, la liberté de presse était d'abord une revendication typiquement libérale, même si l'Église fera un usage de cette liberté à travers ses propres journaux, mais c'est d'abord une revendication libérale. Par contre, les 3 autres libertés, et on le dit moins, étaient soutenues par les libéraux, ça faisait partie de leur schéma global de ce que devait être un État, mais intéressaient aussi le monde catholique. En fait, en se ralliant à ces 4 libertés, le monde catholique belge a accepté la prééminence juridique des idées libérales, a renoncé à instaurer une église d'État officielle, mais a aussi fait le pari de pouvoir investir ces libertés pour faire rayonner les valeurs catholiques. Alors je précise, liberté par liberté, les catholiques acceptent la liberté de conscience et l'égalité des droits au profit des non-catholiques, ce qui jusque-là était loin d'être un acquis, mais ils exigent en retour la complète liberté d'organisation et d'action pour l'Église, et c'est celle qui sera garantie par la liberté de culte. En outre, ils comptent bien que la relance de leur activité d'enseignement garantie par la liberté d'enseignement va leur permettre d'asseoir leur prépondérance sur les âmes et dès le plus jeune âge. Enfin, la liberté d'association leur importe au moins autant qu'aux libéraux, parce qu'elle garantit le droit des congrégations religieuses à aider les malades et les indigents dans le respect des rites. À propos de la liberté d'association, je note que dans une lettre au Congrès national dont je vais reparler dans un instant, le primat de Belgique présentera même la liberté d'association, je le cite, comme une conséquence nécessaire et immédiate de la liberté de culte. On a donc là un trio de libertés, culte, enseignement et association, que le catholicisme en Belgique revendique sur la base du pari de Lamennais et Montalembert. Si l'Église est libre dans l'État libre, elle pourra davantage déployer ses talents et influencer en fait la société. Donc voilà, pour un cadre général, ce qu'on a appelé la période ou des éléments frappant de la période unioniste, du temps où il était clair que la devise nationale « l'union fait la force » désignait bien l'union des catholiques et des libéraux, pas évidemment des flamands et des francophones, il n'en était pas question. Alors au-delà du cadre général, je vais me permettre quelques rapides commentaires d'un petit nombre d'articles de la Constitution, parce qu'ils sont révélateurs de la logique belge dans les questions convictionnelles et qu'ils n'ont pas bougé depuis 1831, ce qui fait peut-être partie aujourd'hui à certains égards de nos difficultés. Alors, premier article à citer dans la numérotation évidemment actuelle, article 19, la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Alors vous aurez noté cet élément un peu surprenant, cet article mêle 2 sujets différents l'un de l'autre, la liberté de culte et la liberté d'expression. C'était précisément le but du constituant. Il fallait assurer un équilibre entre la liberté d'expression, revendication des libéraux, et la liberté de culte, prioritaire pour les catholiques. C'est un parfait exemple de cet esprit unioniste que j'évoquais, aujourd'hui on dirait un parfait compromis à la belge, cet esprit qui a présidé à l'élaboration de la Constitution. On sacrifie la clarté de la rédaction
pour bien respecter les deux courants de pensée qui dictent les termes de cette rédaction et qui voulaient être symboliquement mis sur un pied d'égalité. Vous avez aussi pu noter dans le libellé de cet article 19 qu'on ajoute à la liberté des cultes celle de leur exercice public. Et comme le montre la discussion au Congrès national, l'exercice public d'un culte désigne ici la manifestation du culte sur la voie publique. Par exemple, au moyen de processions, de dévotions, de plantations de croix, etc. Des pratiques qui, évidemment, à l'époque, étaient l'apanage du culte catholique. Protéger ces pratiques par l'article 19 de la Constitution était une façon de répondre à une revendication de l'Église. Enfin, comme d'autres articles de la Constitution, j'y reviendrai, l'article 19 précise que les libertés de culte et d'expression sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Et c'est un point essentiel. La Constitution belge institue ainsi un régime qu'on appelle répressif plutôt que préventif. Et qu'il soit répressif est en fait la garantie de la plus grande liberté possible. Ça signifie qu'aucune autorisation ne doit être demandée pour pratiquer son culte ou pour s'exprimer, qu'aucune mesure préventive qui limiterait la liberté n'est tolérée, même pas des mesures énoncées par la loi. Les citoyens usent de leur liberté sans limite a priori. Ils ne peuvent être bridés qu'a posteriori, que s'ils posent un acte que le législateur a érigé en délit et qu'un tribunal constate. Ce régime répressif plutôt que préventif renforce donc le caractère libéral de la Constitution belge, qui est son trait le plus marquant encore aujourd'hui dans les questions qui nous occupent. Mais ce régime répressif et non pas préventif répond aussi à une exigence catholique, y compris dans le cadre de l'article 19 que je vous ai lu. C'est en fait parce que certaines manifestations publiques de culte catholique avaient provoqué des troubles dans un passé récent que les catholiques ont demandé qu'on ne puisse pas interdire par la loi tel ou tel type de manifestation publique du culte. Tout doit être permis et puis d'éventuels dérapages qui seraient des infractions pénales seront, le cas échéant, punis. Cet article 19, au regard par exemple de certaines mesures de droit français en matière de laïcité, a donc conduit à abandonner une possible restriction à la liberté de culte. Il n'y a rien d'équivalent à l'article 1er, deuxième phrase de la loi de 1905 qui garantit la liberté de culte dans la limite définie ci-après par la loi dans le but de respect de l'ordre public. Ce type de formule est délibérément ignoré dans la Constitution belge. En fait, les libérales du Congrès national étaient plutôt favorables à une capacité d'intervention de l'État en cas d'excès commis par les organisations confessionnelles. Mais c'est rapidement rallié aux critiques catholiques à l'égard de cette possibilité d'intervention de l'État. C'est dû à deux motifs. D'abord, le fait que les libéraux étaient minoritaires au Congrès national, mais davantage encore dans le pays. Mais c'est aussi dû au fait qu'à ce moment-là, les libéraux en Belgique n'étaient ni anti-religieux, ni même le plus souvent anticléricaux. L'anticléricalisme libéral va se développer après l'adoption de la Constitution, à partir des années 40, 50 et la suite. Tandis qu'au sein du Congrès national, les libéraux, comme les catholiques, étaient très soucieux de soutenir l'action de l'Église pour un motif précis qui est très bien documenté et qu'on trouvait à la même époque en France, dans les mêmes termes. Il fallait qu'une Église puissante et bien soutenue contribue au maintien de l'ordre, et notamment à l'obéissance des couches populaires. D'où cette notion qui aujourd'hui nous paraît étrange d'utilité sociale employée pour justifier le financement public des cultes. Elle est toujours officiellement utilisée dans les textes administratifs. Alors, je passe à présent à un autre article de la Constitution, article 21, premier alinéa. Une phrase assez longue et complexe. L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination, ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes,
sauf en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. Alors, à l'origine, cet article devait clarifier les relations entre l'Église et l'État. En France, c'est simplement le titre de la loi de 1905, séparation des Églises et de l'État. Ici, vous avez vu, il y a 4 lignes. En particulier, il s'agissait de garantir la liberté d'organisation et d'action de l'Église, dont nous avons vu qu'elle avait été malmenée sur les 3 régimes précédents. Mais vous avez remarqué que cet article 21 ne prend pas la forme d'une déclaration de principe, mais d'une succession de dispositions très précises, sous-tendues par un principe implicite de séparation au profit de l'Église, sans réciproque pour l'indépendance de l'État, et avec un libellé qui offre à l'Église des garanties plus grandes que ne pourrait le faire un principe général. Plus précisément, l'intention initiale, telle qu'elle a été rapportée par Charles de Broucker, était de garantir l'interdiction pour le pouvoir civil d'intervenir dans la nomination des ministres des cultes, dans la correspondance des prêtres catholiques avec Rome, etc. Toute intrusion de même nature. Il s'agissait donc de protéger le culte catholique. Et cet objectif bien précis a pris encore davantage de relief avec la diffusion au Congrès national, le 15 décembre 1830, de la lettre adressée aux membres du Congrès par le cardinal de Méan, primat de Belgique, archevêque de Malines-Bruxelles, la plus haute personnalité de l'Église catholique. Cette lettre, qui fait plusieurs pages, réclamait du Congrès national qu'il garantisse la totale liberté d'exercice du culte catholique, y compris son exercice public, dans l'espace public. C'est la demande qui a été rencontrée par l'article 19 de la Constitution, comme je viens de le préciser. La lettre demandait aussi un régime répressif et non pas préventif face aux éventuels abus dans l'exercice de la liberté de culte. Et c'est ce qu'on a vu aussi à propos de l'article 19. Elle demandait encore la liberté d'organisation du culte catholique, le droit de nommer totalement librement ses ministres, de les laisser correspondre avec Rome, etc. C'est ce que garantit l'article 21 que je viens de vous lire. Elle demandait encore la liberté pleine et entière de l'enseignement, avec là aussi l'interdiction de toute mesure préventive. Ce sera l'objet de l'article 24 qui inclura la liberté de l'enseignement et l'interdiction de mesures préventives. Elle demandait enfin la liberté d'association, ce sera l'article 26, avec la même interdiction de toute mesure préventive, et la prise en charge par l'État des traitements des ministres du culte et des autres frais inhérents à l'exercice du culte catholique. Et ce sera, vous le savez certainement, l'objet de l'article 181 de la Constitution, accompagné en Belgique du maintien des dispositions héritées du système concordataire qui amenait les autres pouvoirs publics que l'État a achevé de financer intégralement les cultes reconnus en Belgique. Donc vous aurez remarqué, si je peux utiliser un jeu de mots facile, que cette lettre passée comme une lettre envoyée à la poste, tout a été accompli, et qu'elle couvre la quasi-totalité des dispositions constitutionnelles en matière de religion en Belgique, à une exception près, ce n'est pas un hasard, c'est l'article 20, qui lui intéressait les non-catholiques au premier chef, et qui dispose que nul ne peut être contraint de concourir de manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni être contraint d'en observer les jours de repos. Et c'était notamment des protestants ou des athées qui demandaient de ne pas être soumis à l'obligation de manifester du respect, voire des actes spirituels ou rituels lors de cérémonies catholiques. Sous le régime hollandais, des agents du pouvoir verbalisaient les citoyens qui ne respectaient pas le caractère chômé du dimanche. Donc, si on accepte cet article 20, la lettre du primat de Belgique couvre l'ensemble des matières qui pouvaient intéresser l'Église et elle est entendue en tout point et en réalité, elle relaye l'accord pris entre catholiques et libéraux dès 1828. C'est donc très révélateur du rapport de force qui existait à l'époque entre catholiques et libéraux au Congrès national. Les libéraux n'étaient pas demandeurs de cette longue série de protections au bénéfice de l'Église. Il est un petit peu fréquent aujourd'hui en France que les adversaires de la laïcité française lui reprochent d'être en fait une catho-laïcité, accommodante avec le catholicisme et dure avec l'islam.
En Belgique, si on veut reprendre la formule, on pourrait parler sans excès, je crois, d'un catho-libéralisme. Un libéralisme, mais aux accents très particuliers de protection de l'Église catholique. Alors j'en termine tout doucement du cadre constitutionnel en prolongeant la remarque que je viens de faire, parler en guise de semi-boutade de catho-libéralisme. Ça m'amène à m'écarter d'une thèse qui est défendue par d'excellents auteurs, selon laquelle la Constitution belge serait en définitive de nature laïque, même si elle n'en porte pas le nom. Ce qui en soi n'est pas impossible, le terme de démocratie n'apparaît pas dans la Constitution belge, elle est bel et bien démocratique. J'ai réfléchi à plusieurs reprises à cette thèse, il m'est arrivé quasiment de l'enseigner telle quelle à mes étudiants avec quelques nuances. En fin de compte, je crois qu'il faut plutôt y renoncer. Alors elle a des arguments pour elle, l'idée que la Constitution belge serait laïque finalement, notamment le fait que l'article 21 de la Constitution, on vient de le voir, garantit l'indépendance de l'Église à l'égard de l'État, ce qui est un élément majeur de la laïcité, qui laisse l'Église libre. Mais la réciproque, l'indépendance de l'État vis-à-vis de l'Église, la non-immixtion de l'Église dans les affaires publiques, n'est pas affirmée avec la même netteté par la Constitution belge. Or, incontestablement, cette indépendance découle de notre texte constitutionnel. La formule consacrée est de dire que la Constitution établit un régime d'indépendance mutuelle entre l'État et les Églises, et c'est exact. Mais ce n'est pas un principe explicite dans la Constitution. C'est une conséquence de diverses dispositions, en particulier celle de l'article 33, qui professe que tous les pouvoirs émanent de la nation et sont exercés de la manière établie par la Constitution. Et de fait, la Constitution n'autorise pas l'immixtion formelle des Églises dans le fonctionnement de la vie politique ou dans l'organisation de l'État, qu'il s'agisse du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire. Il n'en reste pas moins que l'indépendance de l'État à l'égard des Églises est, dans la Constitution, la résultante d'un silence. Ce n'est pas une affirmation solennelle. En outre, l'article 181 de la Constitution rompt avec cette logique d'indépendance mutuelle entre l'État et les cultes reconnus, ou en tout cas n'est absolument pas conforme à une idée de séparation, puisqu'il y a financement public à 100% en pratique d'une série de cultes. Et aujourd'hui, même l'idée de neutralité de l'État belge, neutralité qui est aussi contenue dans la Constitution par diverses voies, même si elle n'est pas énoncée en toute généralité, même cette idée de neutralité est encore et toujours aujourd'hui jugée problématique par un certain nombre de partis politiques qui refusent de voir le thème de neutralité être inséré dans la Constitution de la même manière et pour les mêmes raisons qu'ils refusent d'insérer le thème de laïcité. Et je reviendrai à la neutralité dans quelques minutes avec le second temps de ma conférence. Donc en Belgique, on en est encore à voir des partis importants, plutôt en Flandre, ne pas admettre l'idée qu'on puisse insérer la notion de laïcité dans la Constitution et même pas celle de neutralité. Alors pour la notion de laïcité, effectivement, cette insertion ne serait pas anodine parce que, si on peut dire que la Constitution belge se rapproche de la laïcité dans ses options fondamentales, la laïcité, comme la Constitution belge, c'est un régime libéral à beaucoup d'égards. Pour autant, la Constitution n'est pas laïque quand on la regarde un peu plus près. J'en ai déjà énoncé quelques éléments de ce constat, j'en ajoute quelques autres. La Constitution interdit tout privilège en matière d'impôts, mais avec l'article 181, elle établit un privilège en matière d'affectation des impôts. Et jusqu'en 1993, c'était exclusivement au profit de cultes reconnus qu'il y avait ce financement public. Depuis 1993, la possibilité était ouverte de reconnaître des organisations non confessionnelles. En outre, le principe de séparation entre les églises et l'État connaît une seconde entorse au travers de l'article 24 de la Constitution et ses conséquences. C'est l'article consacré à l'enseignement. En 1830-31, le gouvernement provisoire d'abord, puis la Constitution donne la primauté à l'enseignement privé, c'est-à-dire à l'enseignement catholique à 99% de cet enseignement privé.
Ça a favorisé la suprématie de l'enseignement catholique par rapport à l'enseignement public. Je vais y venir plus en détail plus tard. Au point même qu'en Belgique, l'enseignement confessionnel a un statut assez ambigu puisqu'il est officiellement érigé en service public fonctionnel. Genre de notion qui, j'imagine, en France serait quand même un petit peu difficile à faire passer. En matière d'enseignement toujours, l'organisation obligatoire de cours de religion à l'école publique, qui date sous sa forme obligatoire et actuelle du pacte scolaire en 1958, cette organisation de cours de religion dans les écoles publiques brouille la frontière entre le civil et le religieux. Un État réellement laïque dispense un enseignement respectueux de toutes les croyances, mais il n'invite pas les cultes à prolonger leur prédication au sein de l'école publique, et il n'assimile pas, comme on l'a longtemps fait en Belgique, certains des enseignants, les professeurs de religion, à des ministres des cultes. L'expression figure dans les textes législatifs. Des ministres des cultes qui, jusqu'en 2019 en communauté française, étaient choisis, étaient inspectés et étaient souvent protégés par les organes chefs de culte correspondants, avec une quasi-impuissance de l'administration du ministre pour sanctionner, par exemple, de graves manquements, voire des délits. Enfin, et j'en termine de ces éléments non laïques de la Constitution belge, la primauté de la loi civile sur les préceptes religieux ne traverse qu'implicitement la Constitution. Elle est affirmée de manière plus nette à l'article 21, second alinéa, que je ne vous ai pas encore lu. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions établies par la loi s'il y a lieu. Là, il y a bien affirmation du primat de la loi civile, mais dans un cas de figure précis, ce n'est pas un énoncé en toute généralité et donc pas non plus établi en toute clarté. On est donc loin, même si on peut en tirer les mêmes accents, mais en devant un peu plus solliciter les textes, on est donc loin en Belgique de la jurisprudence française qui affirme de manière répétée qu'en vertu de l'article 1er de la Constitution, qui établit une république laïque, nul ne peut se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Voilà pour mon premier temps un cadrage historique pour la période que j'ai essentiellement prise en compte, mais totalement actuel, puisque tout ce que je vous ai évoqué est toujours de droit aujourd'hui. Je vais consacrer mon second temps de conférence à un exercice un peu différent, commenter deux arrêts bien connus des spécialistes de nos juridictions suprêmes autour de la question de l'enseignement et de la neutralité dans l'enseignement, parce que ce sont des arrêts tout à fait révélateurs de la manière dont la Belgique fonctionne et, j'allais dire, dysfonctionne. Alors, le premier de ces deux arrêts date de 2010. C'est un arrêt du Conseil d'État, numéro 210 000. Et cet arrêt 210 000 concerne le port de signes religieux ostensibles par les enseignants d'écoles officielles, d'écoles publiques, pendant l'exercice de leurs fonctions. Il n'est pas question évidemment de leur interdire quoi que ce soit dans la rue ou dans l'espace privé. Cette question a été portée devant le Conseil d'État par une enseignante de mathématiques de la ville de Charleroi, une enseignante voilée qui refusait d'ôter son voile comme le règlement d'ordre intérieur de la ville de Charleroi le demandait. Or, il y a un élément tout à fait fort et incontestable dans l'arrêt 210 000 du Conseil d'État, c'est le fait qu'il affirme, je cite, que la Constitution belge n'a pas érigé l'État belge en un État laïque, et c'est parfaitement exact comme on vient de le voir. La question est alors de savoir si la Belgique est un État neutre, qu'on sache quand même la qualifier. Le Conseil d'État l'a bel et bien dit à différentes autres occasions, en précisant que la Belgique garantit l'égalité devant la loi, garantit la non-discrimination, l'égal exercice des libertés par les femmes et les hommes, et l'indépendance réciproque des églises et de l'État. Donc, la Belgique est censée être un État neutre. Par ailleurs, dans cet arrêt 210 000, le Conseil d'État élargit l'impératif de neutralité à l'ensemble de la puissance publique.
et en fait une règle inhérente à tout état de droit démocratique, donc impérative en Belgique. Au lieu de s'appuyer sur le droit de l'enseignement, le Conseil d'État met en avant une conception très générale et très stricte de la neutralité, à certains égards très française, pourrait-on dire. Je cite, « L'autorité se doit d'être neutre, parce qu'elle est l'autorité de tous les citoyens et pour les citoyens, et qu'elle doit en principe les traiter de manière égale, sans discrimination basée sur leur religion, leurs convictions ou leur préférence pour une communauté ou un parti. » On trouve un libellé quasi identique à l'article 1er de la Constitution française. Et sur cette base, in fine, l'arrêt du Conseil d'État valide l'interdiction du port de signes convictionnels par des enseignants d'une école publique, sauf évidemment les enseignants de religion, mais ici c'était une professeure de mathématiques. Et cet arrêt a marqué, notamment parce que c'était le premier jugement de fond du Conseil d'État sur ce sujet, sur lequel tous les tribunaux s'étaient soit arrangés pour ne pas conclure, soit avaient conclu dans des sens assez peu cohérents entre eux. Pour rester encore un instant sur la question du voile, le Conseil d'État a conclu que le port du voile par cette professeure de mathématiques ne respectait pas la liberté de conscience des élèves, car le voile, dit le Conseil d'État, témoigne de l'appartenance de l'enseignante à un système religieux et donc de sa préférence pour celui-ci. Et ça peut donc influencer les élèves. C'est la raison pour laquelle un critique très résolu de cet arrêt, un constitutionnaliste, y a vu, je le cite, une victoire décisive des partisans de la laïcité militante. Ce qu'il déplorait, mais une victoire décisive des partisans de la laïcité militante. Donc jusqu'ici, tout paraît clair. Mais dans ce même arrêt, le Conseil d'État écrit aussi cette phrase assez troublante. Les notions de laïcité, conception philosophique parmi d'autres, et de neutralité sont distinctes. C'est une conception très discutable de la laïcité, en tout cas certainement au regard du modèle français, puisqu'en France, la laïcité, ce n'est pas une conception philosophique, c'est une règle constitutionnelle, et elle n'est pas distincte de la neutralité, ce sont deux synonymes, où la neutralité est une conséquence, un pilier de la laïcité. Qualifier la laïcité de cette manière, ça n'a de sens en fait que dans le cadre belge, essentiellement à la lumière de l'article 181, paragraphe 2 de la Constitution, celui qui, depuis 1993, permet le financement public des organisations convictionnelles non confessionnelles. Et à l'époque, c'était la laïcité organisée qui demandait à pouvoir être financée. La laïcité organisée, en effet, c'est une conception philosophique. Est-ce que toute la laïcité se réduit à ce que la laïcité organisée en dit? C'est un saut quand même un peu périlleux. Mais il y a encore plus étrange. Le Conseil d'État, dans cet arrêt, qualifie aussi la neutralité de concept philosophique. Et il renvoie à cet égard à un décret de 2008 qui permet de restreindre la liberté des employés d'une organisation quelconque, pour autant que cette organisation repose sur une conviction religieuse ou philosophique. C'est la protection de ce qu'on appelle, à la suite du droit allemand, les entreprises de tendance. Donc toute l'activité est fondée sur une tendance idéologique, philosophique, religieuse ou autre. Alors c'est très surprenant. Comment le Conseil d'État peut-il assimiler le principe de neutralité à une conviction, alors que dans le même arrêt, il a défini la neutralité comme une exigence de réserve ou d'abstention, comme un refus de choisir entre l'un et l'autre, ce qui est l'exact inverse d'une conviction. Et comment un tel principe juridique, celui de la neutralité, peut-il devenir subitement un concept philosophique? Alors le Conseil d'État ne s'explique pas, et les juristes se sont écharpés en se demandant que devons-nous comprendre. Je crois que c'est très simple. Nous sommes en Belgique. Et il tient compte du cadre belge. Non, mais je le dis sans ironie. Il tient compte du cadre belge. Ce qui se passe, c'est que le Conseil d'État fait descendre la laïcité et la neutralité de leur rang constitutionnel pour élire un choix, ou deux choix, en faveur de l'une ou l'autre forme d'organisation de la puissance publique et de ses modes de relation avec les citoyens. Et sur cette base, le Conseil d'État peut se risquer à considérer que la neutralité est une notion philosophique autant qu'un principe général d'administration publique, comme il le disait dans le premier temps de son arrêt. Pour être plus précis, la neutralité, c'est une notion philosophique sous-tendant un principe d'administration parmi d'autres, de la même manière que la laïcité est aussi une notion philosophique sous-tendant une autre vision
de l'organisation de l'État. On peut comprendre le raisonnement, même s'il est quand même assez périlleux. Par contre, l'appliquer à des écoles publiques reste quand même très étrange. En quoi les écoles officielles auraient-elles pour fondement une conviction religieuse ou philosophique, condition nécessaire pour leur appliquer, comme le fait le Conseil d'État, ce décret de 2008 que j'évoquais et qui porte sur les entreprises de tendance, en tout cas dans l'article 12 qui est en jeu. A priori, on doit se rappeler que les écoles officielles sont soumises par principe à une obligation de neutralité et qu'elles ne peuvent donc pas avoir de fondement convictionnel. C'est leur définition même. C'est parfaitement vrai, sauf si on replace ces écoles officielles dans le bain tumultueux de l'histoire de l'enseignement en Belgique, qui est hautement politique et assez complexe. Et ici, je vous demande votre indulgence si je suis inévitablement un petit peu compliqué à suivre, mais je vais faire tous les efforts possibles pour rester pédagogique. Donc, mon hypothèse de lecture face à cet arrêt très déroutant du Conseil d'État est que le Conseil d'État sait bien qu'il peut qualifier la Belgique d'État neutre au sens non discriminant, etc. Mais qu'il sait aussi que la Belgique, de manière beaucoup plus essentielle, est un État pluraliste, y compris dans le domaine de l'enseignement. La Belgique ne pratique pas une neutralité d'abstention à la manière française dans les questions convictionnelles, et même pas une neutralité d'équidistance. Elle a au contraire adopté, et pas seulement dans les questions convictionnelles, une foule de mécanismes, y compris constitutionnels, afin de soutenir des acteurs puissants de la société civile, dont elle consacre juridiquement le rôle et auquel elle apporte des avantages considérables. Je rappelle quelques-uns de ces avantages ou de ces mécanismes. Le financement public de différents cultes et d'organisations philosophiques non confessionnelles. Le bouddhisme va également en profiter dans un avenir très proche. La création sur un autre terrain d'organismes paritaires qui sont chargés de mener la concertation sociale pour déboucher sur des accords interprofessionnels ou sur des conventions collectives qui ont des effets de droit. La participation des syndicats et des mutuelles à la gestion de plusieurs pans de la sécurité sociale. La protection des minorités idéologiques et philosophiques des grands courants politiques par la loi du pacte culturel et par les articles 11 et 131 de la Constitution, ou de manière plus large, la reconnaissance et le financement des fameux piliers qui ont structuré l'organisation sociopolitique du pays autour de ses principaux courants idéologiques, avec financement d'organisations d'éducation permanente, de fédérations agricoles, mutualistes, etc., etc. Donc la Belgique n'est pas un État neutre, c'est un État pluraliste et c'est très différent. Et les principales règles qui organisent l'enseignement s'inscrivent aussi dans ce contexte pluraliste. En 1831, j'y reviens plus en détail, l'article 24 de la Constitution commence par reconnaître la liberté d'enseignement, et c'était, avec la liberté de culte, la revendication majeure de l'Église. C'est la première phrase de l'article. Ensuite, il y a une deuxième phrase un peu moins nette qui acte la possibilité de créer, de financer un enseignement public. Mais à ce moment-là, cette phrase divise et il a fallu que les libéraux bataillent pour qu'elle figure aussi à côté de la liberté d'enseignement dans l'article 24. Et il est bien précisé que cet enseignement public devrait être réglé par la loi, ce qui va en retarder l'avènement. Il faut donc d'abord l'organiser, là où l'Église, elle, a simplement rouvert les écoles qu'elle avait organisées avant la Révolution. En outre, sur cette question de l'enseignement, dès le départ, il y a une divergence d'interprétation de l'article 24 entre les catholiques et les libéraux, et surtout les anticléricaux parmi les libéraux. Pour les catholiques, l'État ne doit créer d'école que là où il n'y a pas d'école libre disponible. Pour les libéraux, l'État se doit d'organiser un enseignement public et d'offrir ainsi une alternative aux écoles confessionnelles, même s'il y a justement une école confessionnelle à proximité. Et quant à l'organisation même de l'enseignement public, elle va être pendant plusieurs décennies frappée d'une formidable ambiguïté. Je vous en donne quelques exemples qui sont quand même, je trouve, j'allais dire, croquignolets. Je pense que le terme n'est pas excessif. On adopte une loi organique de l'instruction primaire en 1842 qui impose logiquement à chaque commune d'avoir une école primaire,
Mais cette école primaire communale peut être privée et non pas publique. Et si elle est privée, elle sera évidemment le plus souvent catholique, ce qui n'empêche pas qu'elle soit financée par la commune. C'est ce qu'on a appelé une école adoptée. La loi contraint par ailleurs les écoles publiques à organiser un cours de religion donné sous la direction du clergé si le catholicisme est majoritaire parmi les élèves, ce qui est le cas dans pas mal de communes belges. Et on restera dans le même esprit en 1845, lorsqu'on adoptera un règlement d'ordre intérieur de l'enseignement primaire. La loi et le règlement d'ordre intérieur ont été préparés l'un et l'autre par un ministre catholique. Règlement d'ordre intérieur de l'enseignement primaire. La prière est organisée en classe. L'enseignement reçoit ouvertement une mission religieuse. Le clergé a un droit de contrôle sur toutes les matières en lien avec la religion, avec la morale. Alors je passe la suite, parce que sinon je ne reviens plus à l'époque contemporaine. L'histoire était longue et tumultueuse en matière d'enseignement, avec 2 grandes guerres scolaires. On a fini par développer un enseignement public et neutre sous l'impulsion des partis libéraux, socialistes, non catholiques, qui ont voulu contrebalancer ou éviter la domination originelle du catholicisme. Et c'est créé donc un véritable clivage au plan politique sur les questions d'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle le régime de neutralité des écoles officielles est complexe en Belgique et éminemment évolutif, parce que c'est un enjeu de bataille politique en permanence. Et ce régime reste ambigu. En 1988 encore, quand on transfère aux communautés l'organisation de l'enseignement et qu'on insère dans l'article 24 des éléments entiers du pacte scolaire de 1958, on confirme pour l'enseignement communal et provincial la liberté de choisir le caractère et les méthodes pédagogiques de ces écoles. Autrement dit, en 1988 encore, les pouvoirs locaux, s'ils le veulent, peuvent créer des écoles confessionnelles sur leur denier d'autorité publique. Ça ne se fait plus, mais c'était encore possible. Donc, tout ceci permet déjà un peu de comprendre que la neutralité de l'école publique, ce n'est pas une évidence et que l'arrêt du Conseil d'État 2100 peut être éventuellement surprenant. Alors, je dois être un petit peu plus précis pour achever cette description d'un tableau complexe. En communauté française de Belgique, il y a 3 régimes de neutralité pour les écoles non confessionnelles, non religieuses. Celles qui sont organisées par la communauté française elle-même, les anciennes écoles d'État, sont tenues à la neutralité la plus stricte qui a été définie par un décret en 1994. Les autres écoles publiques, communes, provinces, sont aussi tenues à la neutralité, au minimum à la neutralité définie par un autre décret en 2003 qui est moins strict en termes d'exigence de neutralité. Et ces écoles communales et provinciales peuvent choisir entre se mettre sous les directives du décret de 2003 ou sous les directives plus strictes du décret de 1994. Et quant aux écoles libres non confessionnelles, elles peuvent ne pas opter pour la neutralité ou opter pour la neutralité et choisir le décret de 1994 ou le décret de 2003. Là, le caractère libéral du régime a quand même des accents particulièrement marqués. Donc ça veut dire en une phrase que la neutralité est une obligation pour une école de la communauté et un principe modulable, voire optionnel, pour les autres écoles non confessionnelles. Et dans ces conditions, c'est à ça que je voulais arriver, on comprend mieux que le Conseil d'État voit dans la neutralité maximale qui avait été choisie par la ville de Charleroi, à laquelle le plaignante donc s'opposait, cette enseignante voilée, on comprend que le Conseil d'État est vu dans la neutralité maximale choisie par la ville de Charleroi, le décret de 1994, non pas une règle générale d'organisation des services publics, mais une exigence professionnelle fondée sur une conception philosophique de la neutralité, parmi d'autres, incarnée dans un décret parmi les 2 qui s'offrent aux écoles publiques autres que celles de la communauté. Je pense que le Conseil d'État a raisonné en considérant qu'en Belgique, un pouvoir organisateur communal fait le choix de certaines valeurs en adhérant à un régime déterminé de neutralité, ce qui conduit le Conseil d'État à assimiler le temps d'un arrêt les écoles publiques à des entreprises de tendance. Alors, je vous rassure, c'était un arrêt en suspension provisoire,
Il s'est corrigé quelque temps après dans un arrêt définitif où cette partie-ci des considérants a disparu. Il n'en reste pas moins que l'arrêt faisait 42 pages, le 210 000 et qu'il était très soigneusement rédigé. Mais compte tenu du contexte belge, cette audace des écoles publiques sont des entreprises de tendance, se comprend. D'autant plus qu'à l'époque déjà, il y avait un débat public que le Conseil d'État évoque sur ce qui distingue la neutralité dite inclusive de la neutralité dite exclusive. Et donc, il y a plusieurs conceptions de la neutralité. Mais les écoles choisissent leur tendance neutre, même si c'est un oxymore a priori. Donc je conclus sur cet arrêt, parce qu'il se nourrit de tout ce contexte historique que j'ai rappelé. Il affaiblit le sens donné à la neutralité. Cet arrêt n'est pas du tout une victoire pour les partisans de la laïcité, comme l'écrit un de ses adversaires. Après avoir rappelé la liberté de choix et de conscience des parents et des élèves, ce qui a obligé a priori les écoles publiques à être neutres, le Conseil d'État, en un second temps, s'est fondé sur la liberté de choix des pouvoirs organisateurs en matière de neutralité et sur les aléas politiques qui ont conduit à l'étrange dispositif qui régit cette matière. Dans le premier versant de son arrêt, celui par lequel j'ai commencé, le texte se rapprochait de la laïcité à la manière française ou de la conception française de la neutralité. Et dans le second versant, le Conseil d'État s'appuie sur les compromis politiques qui ont débouché sur le cadre juridique de la neutralité de l'enseignement public en communauté française. Et ça éloigne considérablement l'arrêt du Conseil d'État de l'épure normative qu'il avait donnée à propos de la neutralité dans ses premières pages. En fait, son analyse a gagné en réalisme, mais elle a ruiné l'exemplarité du principe de neutralité auquel on ne comprend plus rien. La neutralité, c'est ce que disent les textes qui définissent une forme de neutralité. Ce n'est pas solennel d'une limpidité folle comme définition. Alors je termine avec un autre arrêt sur la même question ou presque, pour simplement bien indiquer qu'on n'est pas seulement sous l'empire d'une sorte de foucade temporaire du Conseil d'État qui se serait égaré dans son arrêt 210 000. Je dois évoquer un arrêt cette fois-ci de la Cour constitutionnelle qui date lui de 2020, donc c'est tout récent et qui a fait lui aussi couler beaucoup d'encre, qui concerne cette fois le port de signes religieux ostensibles, en pratique c'est de nouveau le voile, port de signes religieux cette fois par des élèves de l'enseignement officiel et d'un enseignement de niveau supérieur, c'est-à-dire des élèves qui sont des adultes. En France, il n'y a aucune possibilité d'interdire le port du voile par une personne adulte. Cet arrêt porte sur la fameuse affaire de la Haute École Francisco Ferrer organisée par la ville de Bruxelles. Alors ici encore, à la grande satisfaction de certains laïcs militants, l'arrêt valide l'interdiction énoncée par le règlement d'ordre intérieur de la ville de Bruxelles. Les étudiantes ne peuvent pas porter le voile. De manière générale, les étudiants doivent s'abstenir de porter quelque signe convictionnel que ce soit. Et dès lors, une militante laïque comme Nadia Geers, que j'évoquais tout à l'heure, s'est félicitée de cet arrêt. Elle a écrit à l'époque que l'arrêt prend fait et cause pour une interprétation républicaine de l'égalité et des droits. Et Marc Ottendal revient longuement sur cet arrêt aussi dans son livre sur la neutralité et se félicite aussi de son existence. À nouveau, moi je pense que cette conclusion selon laquelle cet arrêt serait de type laïque ou républicain ne tient pas. Et en fait, vous allez voir, pour les mêmes raisons qu'à propos de l'arrêt du Conseil d'État. On affaiblit à nouveau le principe de neutralité en lui appliquant un traitement typiquement belge, dont je doute qu'il fasse autorité au-delà de nos frontières. La décision de la Cour constitutionnelle, en fait, explicite ce que le Conseil d'État laissait encore un peu dans l'implicite. La Cour constitutionnelle se repose sur la nécessaire pluralité de l'offre scolaire en Belgique. Elle tire de tous les textes normatifs le constat que le droit de créer des écoles appartient au pouvoir public comme au pouvoir organisateur privé. L'objectif du système scolaire, dans sa complexité, c'est de garantir la liberté de choix des parents et des élèves en offrant des projets pédagogiques différents d'un réseau à l'autre, confessionnel, libre, non confessionnel, communal, provincial, de la communauté, voire en offrant des projets pédagogiques différents d'une école à l'autre. Et en raisonnant de cette manière,
la Cour constitutionnelle considère que la neutralité doit se traduire dans des règles pédagogiques et d'organisation qui permettent d'offrir aux élèves et aux parents des écoles dénuées de coloration idéologique à côté d'autres écoles qui, elles, sont confessionnelles ou engagées d'une façon ou d'une autre. L'objectif de tout le système étant donc de garantir cette liberté de choix par la diversification de l'offre. Et dès lors, et de façon beaucoup plus explicite que dans l'arrêt du Conseil d'État 210 000, la neutralité n'est pas une norme univoque pour la Cour constitutionnelle, une norme qui s'imposerait à toutes les écoles publiques dans les mêmes termes. Il existe plusieurs conceptions de la neutralité en droit, entre lesquelles la Cour estime n'avoir pas à trancher. Tous les observateurs, évidemment, attendaient qu'elle nous dise ce qu'est la neutralité des écoles publiques. La Cour nous dit il y en a plusieurs, et je n'ai aucune possibilité, aucune base juridique pour en définir une qui serait la bonne définition de la neutralité à appliquer aux écoles publiques. Et donc la neutralité devient de cette manière un caractère spécifique et évolutif de certains réseaux d'enseignement, les publics, les écoles libres non confessionnelles qui la choisiraient, et elle doit se traduire dans des règlements d'ordre intérieur pour s'incarner, elle peut s'incarner de manière différente. D'où le fait que la ville de Bruxelles pouvait interdire le port de tout signe convictionnel par ses élèves, même des élèves adultes, parce que ce règlement qui restreint la liberté de religion était une des manières d'interpréter la neutralité et admissible, dit la Cour constitutionnelle, dans la mesure où elle poursuit des buts légitimes, en l'occurrence la protection des droits d'autrui. Laisser des signes convictionnels se répandre dans l'école, c'est laisser des pressions s'exercer de la part d'élèves qui portent ces signes sur d'autres élèves qui ne veulent pas les porter, etc. Donc, une fois encore, le principe de neutralité de l'enseignement officiel n'est pas une règle générale et rigoureuse des services publics, fondée sur le respect de la liberté de conscience des administrés, en l'occurrence des élèves. Si c'était cette règle générale, on ne pourrait pas en conclure une interdiction du port de signes convictionnels par des adultes. En France, il n'y a que Marine Le Pen et quelques personnes d'extrême droite qui veulent interpréter la laïcité en ce sens, et ça n'a aucun fondement juridique. On en arrive donc, une fois de plus, à une neutralité qui est souple par définition. C'est une norme soumise à de multiples déclinaisons, ancrée dans les subtilités de l'article 24 de la Constitution. Et donc je conclus en deux temps, conclusion de ma seconde partie et puis conclusion finale. Dans ces deux arrêts des cours suprêmes, la neutralité n'est pas une alternative des écoles publiques qui les définirait en toute clarté dans leur opposition aux écoles privées. C'est un caractère évolutif et modulable d'écoles officielles qui ne sont pas appelées par la Cour constitutionnelle des entreprises de tendance, mais qui en ont tous les traits puisqu'elles peuvent choisir leur manière de constituer une offre pédagogique, philosophique et religieuse dans le champ scolaire belge. Alors, les écoles publiques doivent choisir une offre dans le champ de la neutralité, mais peuvent définir librement leur type de neutralité. Ça ne me paraît pas du tout correspondre, quoi qu'en dise Nadia Geers, à une conception républicaine de la neutralité. Bon, alors je n'ai rien compris au droit français. C'est plutôt une réponse de la part du Conseil d'État et de la Cour constitutionnelle aux incessantes volontés d'adaptation du cadre scolaire en Belgique pour répondre aux attentes des uns et des autres. C'est le reflet d'inépuisables combats idéologiques aux conséquences imprévisibles, y compris au plan juridictionnel, parce que cet arrêt de la Cour constitutionnelle a encore davantage surpris que l'arrêt du Conseil d'État, et les juristes s'écharpent et se contredisent quant au degré de sérieux qu'on doit lui reconnaître ou leur reconnaître à ces arrêts ou non. Conclusion générale et en quelques mots, la Belgique est un État libéral au plan constitutionnel, à dominante catholique au plan historique, et ça se ressent encore aujourd'hui, vu l'importance que conserve le pilier catholique, pas seulement dans l'enseignement, dans les soins de santé, dans la vie associative, etc. C'est troisièmement un État pluraliste, en termes de traitement des courants idéologiques et convictionnels, et c'est quatrièmement un État ambigu et indéterminé sur la question de la neutralité, même si l'État belge affirme nettement les principes d'égalité et de non-discrimination. Voilà, je vous remercie pour votre attention, mais aussi pour votre résistance.
situation complexe, mais qui a été